En plein dans la campagne des législatives, un débat qui va opposer aujourd'hui Marie-Christine Arnautu. Bonjour, vous êtes vice-présidente du Front National et candidate aux législatives à Meaux, en Seine-et-Marne. En face de vous, Stéphane Gatignon, bonjour, vous êtes maire de Sevran et candidat pour Europe Écologie Les Verts dans votre département, la Seine-Saint-Denis, et dans votre circonscription. Jérôme Chartier, en face de vous, député UMP du Val d'Oise, de Daumont, député maire de Daumont, et candidat donc dans la 7e circonscription du département du Val d'Oise. Et en face de vous, Jean-Marie Le Guen, vous êtes député de Paris, député socialiste de Paris, et candidat dans le 13e arrondissement. La circonscription a été redécoupée, mais ça correspond grosso modo au 13e arrondissement. Voilà, les présentations sont faites. Merci d'être avec nous. Je précise que je serai le garant de l'égalité, équité, mais quasiment égalité de temps de parole entre vous. Et d'abord, la semaine a été marquée par la passation des pouvoirs entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. On regarde. 10h40, poignée de main courtoise sur le perron de l'Elysée. Le couple Sarkozy s'en va. Le couple Hollande-Trierweiler prend sa place. Et sous les « Monsieur le Président » de ses amis politiques, François Hollande investit sa fonction. Puis sera le départ pour une lente remontée des Champs-Élysées que le président, debout, savoure, malgré la pluie battante qui lui embue l'Arc de Triomphe. Après avoir rallumé la flamme du soldat inconnu, il s'offre un premier contact avec la foule ravie. Ça a été vraiment très sympa de sortir malgré la pluie et malgré la buée sur ses lunettes. Jardin des Tuileries, hommage à l'inventeur de l'école gratuite, laïque et obligatoire, Jules Ferry, et première décision. Priorité sera accordée aux écoles des quartiers populaires, ainsi qu'à celles de certaines zones rurales, aujourd'hui abandonnées. Institut Curie, dépôt de gerbes au pied de la statue des époux, hommage symbolique à une femme prix Nobel de physique-chimie et d'origine polonaise. François Hollande profite encore de ces instants d'acclamation avant d'apprécier une autre foule qui l'attend sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Alors on reviendra sur l'Hôtel de Ville puisqu'il a fait des déclarations à propos du Grand Paris. Et puis il y a eu ensuite dans la semaine la nomination du gouvernement avec une dizaine de ministres franciliens. Beaucoup ont remarqué que cette cérémonie de passation de pouvoir avait été extrêmement sobre, une cérémonie très simple. Est-ce qu'il fallait marquer une rupture par rapport au quinquennat avant, Jean-Marie Le Guen ? Je crois que ce sera une des marques du gouvernement de François Hollande que de vouloir montrer à la fois la noblesse de l'action publique, mais en même temps beaucoup d'humilité, de sobriété. C'est à la fois le tempérament de François Hollande, c'est aussi respecter le code de la route pour prendre... Nous allons demander aussi aux plus favorisés de ce pays, c'est de la solidarité, puis c'est aussi une certaine règle morale. Jérôme Chartier ? Ce qui aurait été exemplaire, c'est de saluer le travail de son prédécesseur. Je crois que tous les gens qui prennent la responsabilité de président de la République, depuis le début de la Ve République, ont toujours salué le travail du prédécesseur. C'est une histoire d'engagement, c'est une histoire de personnes qui se dévouent pour leur pays pendant, aujourd'hui, 5 années. Pas un mot. On a entendu M. Hollande, il a, oui, c'est vrai, saluer beaucoup ses partisans, mais pas un mot. Pas une reconnaissance pour le travail accompli par Nicolas Sarkozy. Et puis... pas un mot sur l'attitude exemplaire à la fin de son mandat de Nicolas Sarkozy, qui l'a invité aux cérémonies du 8 mai, qui lui a de façon extrêmement républicaine montré la voie. Voilà ce que nous aurions voulu, ce que nous aurions aimé entendre. Quel dommage que ce quinquennat commence de cette façon-là. Stéphane Gatignon. Non, moi je pense que ce qui est bien, c'est que les ministres, comme le président, enfin on a dit un président normal, voilà, on voit... La dame qui dit il est venu malgré la buée sur ses lunettes, je trouve ça assez sympa et ça montre un peu ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que les ministres sont dans la même voie. Ça veut dire que, voilà, vous l'avez dit, on a tous pu voir un peu comment s'étaient passées les passations, de façon très simple. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Maintenant, le gouvernement a une tâche qui est quand même ardue et donc il faut que tout le monde se mette au travail. Mais en tout cas, je trouve que ça donne un bon sens. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bon courage à eux. Oui, Marie-Christine Arnautu. Certes, bon courage à eux, oui. Non, moi je trouve qu'après l'état UMP, on va vivre l'état PS, qu'en matière de transparence et face justement à cette crise dont vous parlez, ça aurait été bien de savoir le coût de ce gouvernement, avec 35 ministres quand même. En termes d'exemplarité, je ne suis pas sûre qu'il commence sur des bonnes bases. J'en veux pour exemple quelques ministres, comme Mme Taubira par exemple, qui a été condamnée pour licenciement abusif de son assistante parlementaire, outre le fait qu'elle soit terriblement communautariste.
Monsieur Hérault, qui lui avait été condamné pour favoritisme en termes de marché public. Monsieur Fabius, en 1999, qui avait été mis en examen pour le sang contaminé. Voilà, moi je ne crois pas que ce soit des bons signaux. Maintenant, sur le travail du gouvernement, je crois qu'il faut quand même souligner Monsieur Montebourg au ministère, je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle, du redressement, redressement de la production, ou quelque chose comme ça. Je pense que là, c'est un peu le Besson d'Hollande qui, vous savez, Sarkozy avait créé le ministère de l'Identité nationale pour donner un signal aux Français. Et alors qu'en fait, ça a été un vaste enfumage, eh bien, je crois qu'on va vivre la même chose avec le ministère de M. Montebourg, parce qu'avec les délocalisations, l'allégeance à Bruxelles de tous ces ministres, voilà, je crois qu'il y a beaucoup d'enfumage. Il n'y a pas grand-chose qui vous trouve grâce à vos yeux, on voit bien. Non, mais je crois que c'est grâce aux yeux des Français. Il y a l'affichage. Bon, on veut nous faire croire à un gouvernement très sobre, à une rupture, comme vous avez dit, mais on verra dans les faits très vite qu'il n'y aura aucune rupture. Jean-Marie Le Guen, une réponse. Bon, je crois que là, c'est des propos convenus. On n'est pas là, d'ailleurs, pour plaire véritablement à une représentante du Front National. C'est pas le but de ce gouvernement. Exactement, madame, tout à fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que François Hollande a été élu. C'est parce qu'il convenait et qu'il a décidé une orientation politique et une attitude de son gouvernement. Voilà, pour le reste, les attaques ad hominem, je les laisse à ceux qui font de la politique comme cela. Un mot de précision, parce que sur le fond, François Hollande a voulu mettre fin apparemment à l'hyper-présidentialisation. Oui. Il a dit « je ne déciderai pas de tout, pour tout, partout ». Est-ce que c'est pas quand même revenir à une certaine hypocrisie de la Ve République, parce qu'on sait qu'au bout du compte, c'est quand même le président de la République qui décide de tout? Non, il décide des grandes orientations, vous avez tout à fait raison. Mais décider de grandes orientations, c'est justement ne pas décider de tout. Il se trouve que son prédécesseur avait, par exemple, un avis sur la composition de l'équipe de football, ou bien encore sur la nomination de tel ou tel responsable des programmes à France Télévisions. Ça, je pense que ce ne sera pas le cas de François Hollande. Son engagement, c'est de s'occuper effectivement de ce qui se passe aujourd'hui dans la discussion avec nos amis allemands sur la politique économique, c'est de discuter avec M. Obama pour savoir quelle est notre attitude au niveau de l'Afghanistan. C'est évidemment prendre des engagements sur le budget, à la fois pour la croissance, mais le respect des déficits publics. Tout ça, c'est les engagements du président de la République. Oui. C'est pas d'aller dans les détails tels que le faisait, semble-t-il, trop souvent M. Sarkozy. Jérôme Chartier ? C'est surtout de la communication. Chacun sait que François Hollande retient ses coups jusqu'à la fin des élections législatives. Il y a quand même quelques signes qui sont donnés. Bon, le premier gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'était 15 ministres et 5 secrétaires d'État. Là, nous en sommes à 35. Bon, ça veut dire simplement que si on compare premier gouvernement à premier gouvernement, ça coûte déjà plus cher le gouvernement Hollande que le gouvernement Sarkozy. Bon, c'est un choix. Monsieur Le Guen nous dit, Monsieur Hollande ne s'intéressera pas aux nominations de tel ou tel. Il fera, bien sûr, une répartition des pouvoirs, des responsabilités. Très bien. Attendons le lendemain des élections législatives. Voyons effectivement comment ça se passe. Voyons aussi l'état des forces à l'Assemblée nationale. Tout cela, en ce moment, c'est que de la communication. Chacun le sait. Toutes les personnes qui observent la vie politique française depuis bien longtemps savent que cette période est une période qui est toujours particulière. C'est la raison pour laquelle tout ce qu'on me dit aujourd'hui, moi, je n'en crois rien. Je verrai, je jugerai par les actes, dans le temps. Et puis surtout, je verrai bien, à l'issue des élections législatives, ce que les Français veulent comme Assemblée nationale. Stéphane Gatignon. Moi, ce que je trouve intéressant dans le choix, y compris de Jean-Marc Ayrault comme Premier ministre, c'est que justement, Jean-Marc Ayrault a été président du groupe pendant longtemps du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Ça va quand même être, je pense, le retour justement de l'Assemblée et du débat parlementaire. Et que les grandes lois, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de réformer le pays, et donc je pense que les grandes lois vont passer à l'Assemblée nationale. Ça renforce d'ailleurs les enjeux qu'il y a autour des législatives qui arrivent. Mais le fait que ce ne soit pas simplement, comme l'avait expliqué l'ancien président de la République, il voyait son Premier ministre comme un collaborateur, je pense que là, on est vraiment dans un truc, on a un président qui agit, y compris le fait que les élections arrivent juste après, le déplacement élection présidentielle, élection législative vont faire que le président a un rôle important, c'est clair, mais derrière, il y a tout ce travail législatif et qui est extrêmement important. Et je pense que la nomination de Ayrault là-dessus est intéressante. Ça va changer par rapport à l'habitude qu'on a dans la Ve République. D'un mot, toutes les grandes lois sont passées à l'Assemblée nationale ces 5 dernières années. 2 exemples. Premier exemple, la loi sur la réforme des institutions de 2008. Ça a été une loi qui a révolutionné la relation entre l'exécutif
et le Parlement. C'est une loi qui a donné beaucoup de pouvoir à l'opposition dans le Parlement et beaucoup de pouvoir aux parlementaires. C'est une des très grandes lois du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Deuxième exemple, c'est le cœur de la crise financière. Avec loi de finances sur loi de finances, parfois 4 dans une seule année, pour faire en sorte que les finances françaises s'adaptent aux circonstances de la crise. Tout ça s'est passé par la case Parlement, et c'était la vision de Nicolas Sarkozy et de François Fillon de donner du pouvoir au Parlement, de donner la responsabilité aux parlementaires. Marie-Christine Arnautu. Non, mais j'aime bien entendre parler de pouvoir au Parlement, alors qu'aujourd'hui, 6,5 millions d'électeurs ne sont pas représentés au Parlement. Vous serez crédible dès lors que vous accepterez d'instituer la proportionnelle à toutes les élections. Sinon, il n'y a pas d'opposition qui vaille. C'est une opposition fantoche. Madame, j'ai toujours été d'accord pour une part de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Non, mais pas une part de proportionnelle, d'abord. Ça évite des situations ingérables s'agissant de l'exécutif et s'agissant de la direction de la France qui doivent être conduites. Ça, c'est totalement faux. Vous savez, c'est 4e République. Ah, donc c'est 4e République de faire ce que vous voulez. Ça, c'est 4e République. Dès lors qu'il y a un président de la République avec tout le pouvoir qui lui est attribué, il faut que toutes les représentations soient, tous les partis politiques soient représentés à l'Assemblée. Qu'il y ait un débat, mais qu'il y ait une direction politique. Vous ne portez pas au crédit de François Hollande d'avoir fait la stricte parité dans le gouvernement ? Comme M. Le Guen, je crois, qui a dit que c'est vrai qu'il y avait la parité, mais qu'en même temps, ça empêchait les hommes d'être ministres. C'est un peu vrai. Non, vous savez, la preuve, il y en a 17. Vous savez très bien que la parité, oui, pourquoi pas, mais enfin, je préférerais qu'on raisonne en termes de compétences, que ce soit les femmes ou les hommes d'ailleurs, et qu'on ne s'évertue pas à faire un gouvernement, encore une fois, qui a une belle affiche où il y a 17 femmes, 17 hommes. Mais juste une seconde, je voulais revenir, parce que vous avez parlé, M. Le Guen, je crois que c'est vous, du voyage de M. Hollande avec Mme Merkel. Je crois que dans ce gouvernement-là... Je ne rencontre pas un voyage. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, en même temps, il faut qu'il fasse un voyage pour y arriver. Bon, au-delà de ça, je crois que, sans plaisanter, il y a une nomination qui est celle de M. Moscovici à Bercy, qui, lui, est un ultra-européiste et qui est quand même un mauvais signal, là aussi. Parce que quid de cette fameuse renégociation annoncée du traité de discipline budgétaire. Moi, je crois qu'il ne sera absolument pas renégocié, qu'il ne sera évidemment pas soumis au vote des Français et au référendum. Et donc, je voudrais, moi, qu'on parle un peu de ça, parce que c'est tout l'avenir de notre pays dans les prochains mois. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais juste encore, sur la composition du gouvernement, Stéphane Gatignon, il y a Cécile Duflot qui est entrée, il y a un deuxième aussi, ministre d'Europe Écologie Les Verts, oui, en jean. Est-ce que, on s'aperçoit que les 34 ministres, est-ce que ça n'a pas été parce qu'à un moment donné, il faut équilibrer, il faut faire, comme on reprochait souvent à François Hollande, de faire la synthèse entre tous les courants et toutes les sensibilités. Je pense que des représentants de l'écologie politique rentrent dans le gouvernement, c'est extrêmement important. Y compris pas seulement à des postes qui soient simplement l'écologie, puisque Cécile Duflot a aussi une grande question qui me tient, moi, personnellement à cœur, parce qu'on se bat depuis des années là-dessus, sur la question d'égalité des territoires. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Comment on va avancer ? Je pense que c'est très important. Voilà. Et je pense qu'une majorité, c'est aussi une forme... Cette majorité présidentielle, elle est là pour avoir chacun des représentants qui puissent participer, qui puissent s'exprimer, qui puissent dire. Et je pense que dans la situation du pays, où on est quand même dans une situation très complexe, où les ruptures existent, je pense que l'écologie politique, et notamment Cécile Duflot, qui a montré aussi, de par sa simplicité, et peut-être aussi de venir, effectivement, en jean, c'était aussi quelqu'un de normal, une rupture quelque part, oui, absolument, et qui vient apporter un autre discours au discours ambiant qu'on a depuis des années maintenant avec la droite au pouvoir. Et donc, je pense que ça va apporter un peu de... C'est un peu une cure de jouvence, quoi. On va avoir des choses un peu nouvelles, peut-être des propos, des fois, un peu qui vont changer des habitudes. Mais en tout cas, il y a besoin aujourd'hui, et je pense que c'est une travailleuse, je connais bien Cécile, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Et dans ce gouvernement, il y a besoin de gens qui travaillent, qui savent exposer les problèmes et qui sont un peu percutants parfois. Mais en même temps, Jean-Marie Le Guen, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de ministres qui n'avaient pas beaucoup d'expérience gouvernementale, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le propre d'un gouvernement, et surtout d'un gouvernement d'une nouvelle majorité. S'il fallait sans arrêt reproduire les mêmes personnes, je pense que vous l'auriez critiqué à juste titre. Et là, on a un gouvernement qui est innovant, il est paritaire, vous l'avez souligné, c'est quand même une avancée importante au plan symbolique. Et puis, évidemment, c'est un gouvernement qui est déjà dans l'action. Et madame, je veux vous dire que sur la question du traité européen, François Hollande a été extrêmement clair. Il a été devant Mme Merkel et ensuite, d'ailleurs, devant la presse pour rappeler qu'il souhaitait la renégociation de ce traité. Alors, je sais que ça vous dérange. Non, ça ne me dérange pas, parce que je voudrais, c'est un référendum. Je voudrais l'opinion des Français sur ce traité. Le traité, il y a eu un mandat précis au moment de l'élection présidentielle.
François Hollande a dit qu'il voulait une politique de croissance en Europe et qu'il voulait rester en Europe, à la différence de vous-même. Écoutez, en attendant, sur la croissance, pas du tout. Et je crois qu'il y a un accord très large et qui, d'ailleurs, dépasse très largement aujourd'hui les Français. Les seuls qui s'opposent et qui sont pour une politique d'austérité, c'est nos collègues de l'UMP, qui défendent un traité européen qui est aujourd'hui, qui va serrer la vis à un tel point en Europe, que M. Obama nous dit qu'il faut une politique de croissance, que le FMI nous dit qu'il faut une politique de croissance, que François Hollande a réveillé enfin en Europe tout un tas, à la fois l'opinion publique européenne et aussi un certain nombre de responsables politiques pour dire qu'il faut enfin une politique de développement et de croissance. C'est pourquoi les Français, dans leur très large majorité, et les forces politiques, veulent la renégociation de ce traité à l'exclusion de l'UMP. Pour la continuation de la politique d'austérité. Les Français, M. Le Guen, veulent un référendum sur ce traité. Parce que les Français veulent des solutions, surtout. Ils veulent qu'on avance, qu'on arrête. Justement, que l'UMP serait les seuls à ne pas vouloir de croissance. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est que la France ne devienne pas la Grèce. Et que la France, ça soit plutôt une stratégie vers l'Allemagne. Résolu le problème de la Grèce il y a un an et demi. Ça fait 2 ans que vous n'avez rien fait et aujourd'hui on va la prendre en pleine figure. Le problème de la Grèce, c'est pas il y a 2 ans. Ceux qui observent la vie politique savent très bien que le problème de la Grèce, ça date de 10 ans. Ça date de l'entrée dans la Grèce dans l'euro. Ça, il faut le reconnaître. C'est toute une histoire, la Grèce. Et chacun le sait. Et chacun qui a suivi. Et chacun qui a suivi 2 ans et demi que vous n'avez pas la situation économique et financière de la zone euro connaît par cœur la situation de la Grèce. Donc la France ne doit pas devenir la Grèce. Ça veut dire que le volet aujourd'hui de croissance qui est dans le traité européen, parce qu'il existe, parce qu'il a été négocié avec Nicolas Sarkozy, est un volet qui est suffisant et qui s'articule avec une politique suffisamment rigoureuse pour qu'on tienne le cap de réduction des déficits publics. Qu'est-ce que veut faire François Hollande ? François Hollande, il veut bien sûr respecter ce cap de réduction des déficits publics. Il veut le décaler un peu d'un an, mais il veut grosso modo le respecter. Alors comment est-ce qu'il va faire sa politique de croissance ? C'est pas très compliqué, il va l'incanter. C'est ce qu'il fait aujourd'hui, c'est l'incantation. J'espère que la croissance va arriver. C'est sympathique, mais il n'y a pas d'incantation de la croissance. La croissance, c'est l'économie qui redémarre, c'est le secteur privé qui investit, qui se développe, qui a confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, la confiance, ça se prouve, et ça se prouve en maintenant la stratégie de réduction des déficits publics. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un cap pour 2016. Monsieur Hollande, par le passé, disait qu'on ne tiendrait jamais ce cap. Résultat, on est en train de le tenir. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au cœur de sa campagne... Stéphane Gagnon est un peu en retard. Il se passe qu'au cœur de sa campagne présidentielle, qu'est-ce qu'a dit monsieur Hollande ? Il a dit que finalement, tous les chiffres qui avaient été ceux du traité européen, il était en mesure de les tenir. Voilà la vérité. Alors, ce volet de croissance, il existe dans le traité, il faut qu'il le mette en œuvre. Et là, on sera d'accord. Je pense qu'au-delà de tous les chiffres que chacun peut s'envoyer à travers la tête, la question qui va être posée, c'est aujourd'hui comment on parle d'économie, on parle de croissance. Déjà, je pense qu'il faut dire aux gens, ça ne va pas être la même croissance qu'on a connue il y a quelques années. C'est fini. La question de l'entrée dans le nouveau monde, de la transition énergétique, de la transition écologique, de l'industrie, de l'économie française, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui. Donc la mise en œuvre de tout cela, elle doit passer par l'innovation, c'est-à-dire qu'on va attendre le gouvernement. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport aux nouvelles industries, aux nouvelles technologies, à l'agriculture, etc. Bon, en termes d'innovation. Voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Ça existe, le grand emprunt. Ce que j'espère... 35 milliards. Attendez, mais sauf que qu'est-ce que ça a donné derrière ? Aujourd'hui, comment on arrive à aider ? Moi, je suis dans un territoire, je vais vous dire, on est en Ile-de-France, la Seine-Saint-Denis. Je vois tout un tas de jeunes aujourd'hui qui sont créateurs d'entreprises, qui pensent à des choses et tout. Comment on va réussir à eux les aider, notamment qui créent des petites entreprises, etc., souvent liées aux nouvelles technologies, souvent liées à l'innovation. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour les aider ? Parce que c'est eux qui vont créer les emplois. C'est eux qui vont créer les emplois demain. Les jeunes entrepreneurs. Mais arrêtez, c'était énorme. Juste une précision, parce que chez Europe Écologie Les Verts, chez vous, il y a quand même des gens qui sont pour la décroissance. Est-ce que maintenant tout le monde est acquis à l'idée d'une croissance ? La croissance productiviste telle qu'on a connue depuis un siècle et jusqu'il y a 10 ans, c'est fini. Enfin, je pense vraiment, c'est fini. C'est-à-dire que dire qu'on va retrouver, par exemple aujourd'hui, les usines qu'on a pu avoir il y a 20-30 ans en Ile-de-France, en France, c'est plus ça. Aujourd'hui, regardez l'Allemagne, on nous l'a cité en exemple, y compris par l'ancien gouvernement. Mais comment, depuis 10 ans, 12 ans, l'Allemagne, qui a fait sa transition justement sur les nouvelles technologies, notamment en termes environnementaux et tout, c'est 500 000 emplois. Et tout ça, quand vous allez en Allemagne, on n'est pas sur pas des usines, etc. Plus la maîtrise des charges et des salaires.
On est là-dedans. 500 000 emplois sur ces nouvelles technologies de l'innovation. Regardez, moi, je suis maire d'une ville. Pour travailler sur un plan énergie-climat, pour travailler sur les questions photovoltaïques, etc., on est obligé d'avoir recours à des entreprises allemandes ou chinoises via l'Italie. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que demain, il faut que ces industries, que cette nouvelle économie soit là en France. Voilà. Et c'est ça l'enjeu. Donc le gouvernement... Moi, je l'attends sur ces positions-là aujourd'hui et de voir en termes d'innovation, en termes de nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on va annoncer. Le grand emprunt de Qu'est-ce Nicolas qu'on va Sarkozy. annoncer. Et puis, ça à un moment, ça sert à rien s'il n'y a pas de 35 milliards, c'est beaucoup. C'est vous qui êtes en retard de temps Moi, de il me parole semble qu'il maintenant. vous a échappé une chose, d'ailleurs, une phrase de Christine Lagarde, je crois que c'était mardi, qui a dit qu'il fallait commencer à envisager éventuellement une sortie de la Grèce de l'euro, une sortie concertée. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Marine Le Pen a dit durant toute sa campagne présidentielle. Si elle a dit ça, elle a dit ça. C'est-à-dire que pour la France, il fallait aussi commencer à envisager une sortie concertée de l'Europe de Bruxelles. Parce que vous parlez de la Grèce, vous rejetez les responsabilités. D'ailleurs, ça, moi, je vous laisse entre vous. Vous êtes co-responsable. Enfin, je crois que le gouvernement de Nicolas Sarkozy n'a quand même rien fait pour préserver la souveraineté nationale. Je veux dire, entre les Verts, qui sont finalement ni plus ni moins des objecteurs de croissance, parce que c'est ça, hein, quand on les écoute, et puis le PS et l'UMP, qui veulent à tout prix, parce qu'on continue à parler de cette réduction des déficits publics, de cette allégeance à ce que veut Bruxelles, à la dictature de Bruxelles. C'est quand même ça qui est inquiétant pour le peuple français, parce que personne n'a aujourd'hui les solutions pour s'engager sur l'emploi, pour s'engager sur les relocalisations, sur la réindustrialisation de notre pays. Ça, on n'en entend plus parler. Donc, encore une fois, puisque vous êtes si sûr de vous, mais demandez donc l'avis du peuple français. Demandez donc l'avis du peuple français. Ça s'appelle un référendum. Jean-Marie Le Guen, une réaction. Écoutez, non, mais le référendum, madame, vous voudriez faire des élections tous les jours, mais elles ont eu lieu il n'y a pas longtemps, les élections présidentielles, et il y a les élections législatives. Eh bien, nous avons dit, François Hollande s'est engagé à dire qu'il renégociait ce traité, qu'il voulait à côté de ça un pacte de croissance, avec effectivement les éléments d'une nouvelle croissance. De ce point de vue, on ne refera pas la croissance d'hier. Vous êtes plutôt toujours un peu tourné vers le passé, c'est un des sujets sur lesquels nous divergeons en matière de politique économique. Je ne parle pas du reste. Mais écoutez, vouloir le bien-être social et économique et la solidarité nationale de mon pays, je ne crois pas que jamais l'extrême droite ait apporté le bien-être vous allez où que ce soit. Monsieur Le Guen. Je pense que dans votre histoire, je n'ai jamais vu l'extrême droite apporter le bien-être. Elle a apporté plein de choses, mais le bien-être, je ne vois pas. Nous ne sommes pas d'extrême droite, et juste parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, le Front National a été créé en 1972, voyez-vous. Oui, mais il avait des racines plus anciennes. Allons. Jérôme Chartier, juste, est-ce pas qu'il y a de racines autres qu'avant 1972 depuis quelques jours, des choses à reprendre, peut-être à garder, et par exemple la charte de déontologie que le Premier ministre, le Président de la République, a demandé à tous les ministres de signer, avec la défense de conflits d'intérêts, le fait de ne pas cumuler les mandats, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est une bonne idée et qu'il faudrait prolonger ? J'ai compris que M. Hérault restait conseiller municipal de Nantes. Alors pour l'absence de cumul des mandats, on a l'exemple. Moi, je pensais que c'était un seul mandat lorsqu'on était ministre. Maintenant, finalement, ça sera un mandat plus le mandat de conseiller municipal. Ça veut dire qu'en gros, il reste le responsable de la majorité de la ville de Nantes. Voilà ce que ça signifie en termes décodés politiques. Donc, autrement dit, c'est encore de la poudre aux yeux, cette affaire. Si c'est ça le gouvernement Hollande, et si c'est succession de poudre aux yeux, mais c'est pas de la mauvaise foi, vous connaissez ça très bien. Non, vous avez parfaitement municipal et maire, c'est pas la même chose. Il y a des milliers de maires. Il peut y avoir des adjoints qui pèsent beaucoup plus. Celui qui est la responsabilité. De toute façon, quand vous êtes Premier ministre, vous pesez relativement plus que d'autres. Soyons honnêtes. Je ne vais pas vous dire le contraire. Conseiller municipal, responsable de la majorité, Premier ministre, on sait très bien où est le pouvoir. On sait que le maire, ça sera un maire fantoche, ça sera un maire sous la responsabilité de M. Hérault. Je vous en prie, M. Le Guen, je crois que vous connaissez très bien. Non, je crois que vous avez un peu tort. Stéphane Gatineau, c'est un progrès, cette charte de déontologie ? Enfin, oui, enfin bon... Il va falloir aussi peut-être une charte de déontologie dans les débats à la télé. Parce que parlons quand même. Non, mais attendez, je veux dire, aujourd'hui, on est dans une... Attendez, moi, on est dans une telle situation. Le pays, moi, je sais pas, je vis aujourd'hui dans des ruptures telles. On vient de parler, quelle croissance demain ? Ça, c'est une vraie question.
comment on travaille sur l'innovation, les nouvelles technologies, etc. Comment on relance. Mais regardez ce qui était il y a 5 Mais attendez, c'est bon ça. Attendez, me dire que Jean-Marc Ayrault est conseiller municipal. C'est la vérité. Sur les 5 ans Mais parce que le grand emprunt de 35 milliards, on va voir les effets sur les 15 ans qui viennent. Je veux dire, lorsque vous lancez une politique pour l'innovation, que vous la financez à hauteur de 35 milliards d'euros, c'est sur les 15 ans qui viennent que vous allez avoir les résultats. Stéphane Gatignon, qui a commencé il y a 2 ans. Qui a commencé il y a 2 ans. Sur l'économie. Qui a commencé il y a 2 ans. Prenez juste. On parlait tout à l'heure de nouvelles technologies, on va parler par exemple logement et banlieue. Il y a l'enjeu par exemple sur les reconstructions, sur la question de réussir à maîtriser l'énergie, notamment dans le logement social et tout ça qui se fait aujourd'hui. Comment demain, avec notre industrie aujourd'hui, notre économie, on va pouvoir généraliser, de réhabiliter, de construire à fond dans du basse consommation. Aujourd'hui, on n'est pas à même de faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour réussir à avoir des entreprises, des bureaux d'études qui travaillent là-dessus, des archis qui travaillent là-dessus, etc., pour que ce soit en masse. Voilà. Ça, c'est une vraie question. Et ça, derrière, on relance l'économie par la construction, on relance l'économie par de la construction qui n'est pas du productivisme tel qu'on l'a connu, et c'est des choses qui sont fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, moi, attendez, juste un mot là-dessus. Moi, les gens qui souffrent aujourd'hui, on parle des loyers, etc., c'est les charges. Aujourd'hui, moi, je vis dans ma ville et dans nos secteurs, l'explosion des charges pour les foyers. Et les gens aujourd'hui ne peuvent plus payer leurs charges et on est dans une situation catastrophique. Répondons à ça. Mais si, les propositions vont arriver par le gouvernement aujourd'hui. Dans les propositions qui ont été faites, il y a le gel des loyers, le blocage du prix de l'essence, le gel des loyers, l'encadrement des loyers, le gel du prix de l'essence, etc. Est-ce que c'est une mesure urgente pour répondre à l'alourdissement des charges dont parlait Stéphane Gatignon? Alors, pas exactement sur l'alourdissement des charges, mais tout à fait sur le coût du logement dans le budget des ménages, qui est un enjeu majeur, tout particulièrement en Ile-de-France et tout particulièrement à Paris. Et donc là, il faut évidemment un encadrement des loyers, mais il faut travailler aussi à un autre modèle de développement où on se batte vraiment et on mette des moyens incommensurablement plus importants que ceux qui ont été mis, par exemple, pour l'isolement, pour avoir d'autres performances énergétiques en matière de logement. C'est un enjeu majeur. Marie-Christine Arnautus, c'est vous qui avez la parole, puisqu'il vous manque encore quelques secondes pour que vous soyez à égalité. Sur le blocage des loyers. Sur le blocage des loyers, les premières mesures qui sont en fait pour le pouvoir d'achat des Français. Je dirais que moi, tout ce qui est dictatorial, vous savez, je viens d'Europe de l'Est, donc ça me fait des froids dans le dos. Vous êtes plutôt libéral. Non, mais si vous voulez, on avait d'autres propositions, nous, pour les logements sociaux en particulier, ça ne va pas vous étonner, la priorité nationale. Recentrer les attributions sur les gens qui ont vraiment besoin de logements sociaux. Je pense évidemment aux familles nombreuses, aux familles monoparentales, aux seniors qui ont été prématurément exclus du marché du travail, aux handicapés. Et puis surtout, j'aimerais bien qu'il y ait une certaine transparence dans cette attribution des logements sociaux. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes maire. Pourquoi ne pas accepter que l'attribution des logements soit transparente? On va s'interrompre quelques secondes parce qu'on va rejoindre. Retour à La Voix est libre avec nos invités pour évoquer, c'est peut-être moins glamour, l'avenir de la région. On a eu une indication sur ce qui allait se passer lors du discours du président de la République, de François Hollande, à l'Hôtel de Ville de Paris. Je vous propose de le regarder. François Hollande a inscrit ses pas dans une vieille tradition républicaine. Tout nouveau chef de l'État se doit de passer par la mairie de Paris. Cette année, l'événement a revêtu un caractère historique. Pour la première fois, un maire de gauche a reçu un président également de gauche. C'est donc dans une grande émotion que Bertrand Delanoë et François Hollande ont multiplié les gestes d'affection. Politiquement, les deux socialistes unis au congrès de Reims, puis séparés lors des primaires, ont reconstitué un duo pour une sacrée autour de l'avenir de Paris. Paris n'a d'autre ambition, aujourd'hui comme hier, que celle d'un partenariat loyal et efficace. Et en même temps, François Hollande a repris quasiment mot pour mot le projet phare d'un Bertrand Delanoë, toujours ému, le lancement d'une confédération métropolitaine version de gauche des projets de Grand Paris de Nicolas Sarkozy. De tous les liens qu'il voulait lancer. Il nous faudra donner à cette fédération des bonnes volontés les moyens d'aller plus loin, avec l'énergie d'un État partenaire. Cette nouvelle confédération métropolitaine disposera de pouvoirs réels, notamment en matière de logement. Il reviendra au Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'organiser cette métropole parisienne en concertation avec des élus très divisés sur ce sujet capital.
Alors Jean-Marie Le Guen, donc c'est plus la guerre, apparemment ça va plus être la guerre entre l'État, la région, Paris, mais il faut dire que le fait que tout le monde soit de gauche, ça simplifie tout, non ? Oui, ça simplifie, enfin, encore en même temps que chacun peut avoir des points de vue différents. En tout cas, ce qui est très important, moi je me bats pour le Grand Paris maintenant depuis longtemps, mais en tout cas précisément depuis 5 ans. Le fait qu'enfin, on a une perspective, on va pouvoir mettre dans une gestion commune des grands problèmes que sont le logement, la solidarité financière, le projet de développement économique. Qu'enfin, Paris et la région métropole soient dotés, comme toutes les autres grandes métropoles internationales, d'une gouvernance à l'échelle des enjeux d'une métropole mondialisée, c'est-à-dire qui touche les 8-12 millions de personnes. Et ça, c'est un projet merveilleux qui va créer beaucoup de cohésion sociale, beaucoup de dynamisme économique, et je me félicite d'avoir, parmi quelques autres, convaincu François Hollande, après avoir convaincu Bertrand Delanoë, d'avancer dans cette direction. Mais si je veux schématiser, c'est la poursuite du Grand Paris sans le projet de Nicolas Sarkozy. Le projet de Nicolas Sarkozy était un projet de grand métro très largement sous-financé, ce qui va poser d'ailleurs des problèmes, y compris au nouveau gouvernement qui va devoir revoir le dossier. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est une perspective d'aménagement démocratique où les franciliens seront amenés à lire, je pense en 2020, celui ou celle qui sera à la tête de cette grande agglomération métropolitaine et qui, à l'image du Grand Londres, à l'image de Barcelone, à l'image de Berlin, à l'image de Hong Kong, à l'image de New York, bien évidemment, nous aurons une vraie perspective, une gouvernance démocratique, mais globale. Enfin, on pourra résoudre le problème du logement. On est pour l'encadrement des loyers, mais si on ne construit pas de logement et s'il n'y a pas une autorité pour construire un logement, nous n'arriverons à rien. C'est une décision fondamentale. Marie-Christine Arnautu. C'est ça. Moi, je voudrais savoir pour qui vont être les logements. Est-ce qu'ils vont être toujours avec la priorité étrangère ou la priorité nationale ? Il y en aura même pour les gens du Front National, madame. Comment ? Il y en aura même pour les gens du Front National. C'est trop gentil, c'est vrai que vous êtes, il y en aura pour tout le monde. Très fort pour délivrer des brevets de respectabilité. Au-delà de ça, le Grand Paris, M. Le Guen a dit 2020. Donc déjà, ça veut dire qu'on va encore attendre 8 ans pour avoir une amélioration sérieuse dans les transports. Non, je parlais de l'élection du maire du Grand Paris, c'est autre chose. On n'est pas là. Mais avant, on va avancer concrètement. Oui, mais pour le moment, rien n'est avancé, ni depuis Sarkozy, ni depuis, encore moins depuis 2 mois. Donc 32 milliards d'euros pour le moment, le coût du Grand Paris. On ne sait toujours pas qui va le financer. Qui va payer ? Est-ce que les impôts, les taxes vont augmenter ? Non, mais c'est vous maintenant qui êtes. Nous allons revoir le dossier, il faudra le revoir. Voilà. Effectivement. Donc voilà, c'est ça la première des priorités. Maintenant, en matière de transport, encore une fois, moi je me souviens de la campagne des régionales de 2010 qui n'est pas si loin. Sécurité dans les transports, on n'a toujours pas. Régularité dans les transports, on n'a toujours pas. Logements sociaux, on n'a toujours pas. Donc ce sont encore des vastes promesses et le temps que ce soit réglé et effectif, vous savez, il y a encore de l'eau qui va couler sous les ponts. Alors, Stéphane Gatignon, donc le projet a été, en tout cas en principe, on peut le penser, confié au ministère de Cécile Duflot. En tout cas, l'égalité des territoires, même s'il peut y avoir d'autres intervenants. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting, là ? Parce que les Verts étaient plutôt réticents sur le Grand Paris. Ils sont même pour une espèce de décroissance de la région parisienne. Ah non, mais de toute façon, attendez, il faut être clair. Il y a aujourd'hui, en 2010, 50% de la population mondiale vivait dans les zones urbaines. On sait que dans 20 ans, 25 ans, 75% de la population mondiale va vivre dans les zones urbaines. La question de la nouvelle urbanité est fondamentale à tout débat politique qu'on peut avoir. Et donc aujourd'hui, moi ça fait longtemps que je me bats pour qu'il y ait une cohérence politique, y compris, parce qu'on a souvent été, moi j'ai fait des rencontres communes avec Dallier, Philippe Dallier, qui est sénateur UMP de Seine-Saint-Denis, où il avait fait un rapport là-dessus, où moi j'étais assez d'accord sur la structuration politique et de gouvernement de la question de la métropole parisienne et pas seulement de ce qu'on peut appeler le Grand Paris. Grand Paris, ça fait un peu l'idée que Paris, qui est la petite ville musée aujourd'hui, va conquérir tout autour. Non, c'est la question métropolitaine, comme l'a dit Jean-Marie Le Guen. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un élément qui est aujourd'hui le Grand Paris de Sarkozy, était le métro. Voilà, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Donc aujourd'hui, il faut aller dans la gouvernance politique, parce que derrière, c'est une question démocratique fondamentale. Et ensuite, moi, je me bats contre la ghettoisation. Et qu'aujourd'hui, je pense que dans notre métropole parisienne, pour casser les ghettos qui sont en train de se faire, que ce soit les ghettos de riches à l'ouest parisien ou les ghettos de pauvres, entre guillemets, à l'est parisien, il faut qu'il y ait cette cohérence métropolitaine. Et juste un truc, par exemple, si on a un pouvoir métropolitain, par exemple,
Si on veut construire du logement social à l'ouest, aujourd'hui tout le monde dit c'est impossible, les terrains sont trop chers, machin. Mais faisons des actes multisites, avec un bout à l'est parisien, un autre bout à l'ouest parisien, où on a des terrains peu chers à l'est, des terrains chers à l'ouest. On construit la promotion immobilière à l'est, on fait le logement social à l'ouest, on équilibre comme ça l'équilibre de la ZAC, et ça permet d'aller et de régler le problème des 20, et j'espère bientôt 25% de logements sociaux dans les villes. Jérôme Chartier, alors vous êtes amené à répondre à peu près tout le monde, puisque vous êtes le seul à représenter le gouvernement et le président sortant. Mais moi, je vais être très pragmatique. Je suis prêt à tout écouter de M. Hollande. Je voudrais simplement savoir ce que le Grand Paris de M. Hollande va apporter au Val d'Oise. C'est tout. Je voudrais le savoir. Moi, j'ai entendu, c'est le projet de Paris avec la petite couronne. C'est ça, lorsqu'on parle de Paris Métropole, en vérité. Moi, je n'ai pas envie que le Val d'Oise soit oublié. Le Val d'Oise, aujourd'hui, c'est un projet fantastique pour le développement aussi de Paris. Le Val d'Oise, c'est Roissy, le Val d'Oise, c'est Cergy, le Val d'Oise, c'est Sarcelles, c'est toute l'est de la plaine de France, c'est l'ouest de la plaine de France. Voilà ce que c'est que le Val d'Oise. Moi, j'ai envie que tout ça, ça soit dans le Grand Paris. Aujourd'hui, ça l'est. Aujourd'hui, ça l'est. Et comment ça l'est? Ça l'est parce que le grand métro, ça permet à tous les Val-d'Oisiens d'aller travailler facilement, rapidement, un peu partout. Les stations du grand métro, c'était aussi des gisements de développement économique, et c'est comme ça que le métro était financé, par ces gisements de développement économique. Moi, j'aimerais bien savoir ce que le Grand Paris de M. Hollande, mais s'il y en a dans Val-d'Oise, enfin Gonesse, ça vous parle? Alors, mais attendez, et derrière Gonesse, oui, très bien. Alors écoutez bien, derrière Gonesse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a ce qu'on appelle le barreau de Gonesse. Ça veut dire que ça relie Sarcelles, ça relie Saint-Brice, ça relie Daumont, potentiellement à la station, et ça relie à Roissy. Alors je vais vous dire, ça a donc été financé dans le projet du Grand Paris de Nicolas Sarkozy, ce que l'on appelle le barreau de Gonesse, ce qui est essentiel pour les habitants de Sarcelles, Saint-Brice et des villes et villages alentours. C'était totalement financé et aussi financé par la région Île-de-France. Moi, je souhaite aujourd'hui que Roissy, que connaît bien le maire de Sevran, ça profite au Val d'Oise. Moi, je souhaite que le grand métro, ça soit maintenu pour que le Grand Paris profite au Val d'Oise. Et ce que j'ai entendu, où M. Hollande, son message du Grand Paris, c'est de le recentrer autour de la petite couronne. Ça ne me convient pas. Oui, Stéphane Gatineau. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, il y a besoin d'un débat sur ce qu'est la nouvelle urbanité et ce que sont les métropoles. Parce qu'il y a quand même une des luttes, et c'est pour ça que je pense que c'est bien que Cécile Duflot ait aussi... Pas oublier les habitants qui sont aux limites des métropoles. Non, mais c'est important. Je vous ai laissé parler. C'est aussi lutter contre... Pas oublier ces habitants. C'est aussi dire un moment la ville a une fin. Voilà. Et lutter contre l'étalement urbain. Aujourd'hui, on a un vrai problème de l'étalement urbain. Et demain, ceux qui vont subir le plus, et demain les zones de rupture, y compris sociale, vont être sur... Quand on tartine du pavillon, que ce soit malheureusement en Seine-et-Marne ou des fois en Val d'Oise, où les gens sont loin de tout. Attendez, où les gens sont loin de tout, Je voudrais qu'on dise un mot. Je voudrais qu'on dise un mot de législative. La question de la est fondamentale. Marie-Christine Arnautu, vous êtes en retard du temps de parole. Donc c'est à vous que je vais donner la parole. Un mot sur les législatives. Voilà. La question, c'est pour ces législatives, est-ce que vous avez l'ambition d'être l'arbitre de ces législatives? Pardon, excusez-moi. Oui, écoutez-moi. Voilà. De mon voisin, donc est-ce que vous avez l'ambition d'être l'arbitre de ces législatives en vous maintenant partout et en, j'allais dire monnayant, en donnant votre soutien ou pas en fonction du profil des gens? Non, écoutez, je vais vous livrer un secret. Nous sommes candidats tous, 577, pour être élus. Et vous verrez d'ailleurs sur nos documents de campagne, le slogan est extrêmement simple, pour une assemblée vraiment soulignée nationale. Donc nous ne sommes pas là pour faire battre tel ou tel, pour s'amuser à faire de la figuration dans d'éventuels triangulaires. Nous sommes là pour être élus. Nous sommes là pour défendre la souveraineté nationale à l'Assemblée nationale. Et je suis sûre que les 6,5 millions d'électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen au présidentiel vont amplifier ce vote du Rassemblement Bleu Marine lors des 10 et 17 juin. Parce que la trahison, ça marche une fois. Les belles promesses, les Français attendent autre chose. Donc nous abordons ces législatives avec beaucoup de confiance. Jean-Marie Le Guen, est-ce que le thème de la campagne, c'est il faut donner une majorité à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault? Il faut d'abord réussir le changement. Les Français ont voté pour le changement sur des propositions de François Hollande. Il faut une majorité cohérente, une majorité stable, une majorité loyale,
une majorité large qui permette au président d'avancer. Pour réussir le changement, et tout particulièrement dans la situation que connaît notre pays, les tensions au sein européen, on imagine ce que serait le gouvernement de la France si ça devait partir à U et à Dia. Donc il faut une orientation. Il faut que ce soit celle qu'ont décidé les Français le 6 mai. Les propositions de François Hollande doivent rassembler dès le premier tour une majorité de Français pour donner un gouvernement fort, cohérent, qui avance au milieu de ces difficultés. Stéphane Gatignon, vous prenez une majorité plurielle ? Non, je pense la question, c'est qu'est-ce que va faire demain le gouvernement ? Donc ces élections ont un sens fondamental, c'est ce qu'on vient d'évoquer là. Moi, je pense que l'important dans ces élections, demain il y aura un groupe de l'écologie politique au Parlement, ça sera très important pour justement travailler sur ces innovations. Ce qu'on vient de dire, les innovations technologiques, etc. La transition écologique de l'économie, c'est quelque chose de fondamental. Soit la France réussit à ce passage-là, soit demain la France, dans l'Europe, sera un État de seconde zone. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Et ensuite, je pense que l'accord qu'il y a eu avec le Parti Socialiste a été... Idéal à monsieur entre Hollande, Madame Joly. Marie-Christine Arnautu, vous êtes un peu en retard de temps de parole. Vous voyez ce qu'a dit M. Gatignon, 2% aux élections présidentielles et un groupe Écologie Les Verts à l'Assemblée, Marine Le Pen 18% aux présidentielles, combien de députés? Donc moi j'en appelle aux Français vraiment de leur dire, tous ceux qui sont indignés, à juste titre, par l'injustice sociale, par le chômage, par les délocalisations, de ne pas devenir des résignés, de mettre ce bulletin Rassemblement Bleu Marine dans l'urne, c'est vraiment une question de survie de la France. Voilà, parce que les huissiers, ils sont aux portes de la France aujourd'hui. Oui, Jean-Marie Le Guen, un mot pour terminer. Réussir le changement. Notre pays sort de 10 ans de gouvernement de droite, il est dans une situation difficile, il y a une crise de l'Europe, il faut réussir le changement, il faut donner une majorité cohérente à François Hollande. Les éléments des propositions, on les connaît, elles ont été débattues pendant l'élection présidentielle, il faut maintenant les mettre en œuvre. Vite. Vous misez sur le vote légitimiste ? Un président de gauche, un Premier ministre de gauche, une majorité de gauche. Je ne vois pas pourquoi les Français se déjugeraient et je ne vois pas pourquoi les Français rajouteraient de la crise à la crise. Aujourd'hui, le bon sens et celui qui permet d'avancer, c'est de voter pour les candidats de la majorité présidentielle. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir participé à ce débat et d'avoir été en direct en ce grand week-end de l'Ascension. Merci à vous de nous avoir suivis.